bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui au micro, on retrouve Pauline. Originaire du sud-ouest de la France, vous le reconnaîtrez très vite à son accent chantant. Elle vit en Argentine depuis maintenant 13 ans. Pauline nous partage son expérience d'accouchement traumatisante à Buenos Aires qui l'a conduite à se former au métier de doula. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. Très bonne écoute. Bonjour Pauline, merci d'avoir accepté de venir témoigner dans le podcast. Bonjour. Avant toute chose, je vais te demander de te présenter un peu. Donc, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu habites, ce que tu fais dans la vie et puis qui compose ta petite expat family? Ben voilà, je suis Pauline, j'habite en Argentine. J'ai habité 10 ans à Buenos Aires, dans la capitale, et maintenant j'habite avec toute ma famille dans la vallée de Calamuchita, c'est au centre, dans le centre de l'Argentine. Et nous sommes 4 à la maison. Mon conjoint, c'est Federico, il est argentin, et nous avons 2 enfants. Lino, qui a 5 ans bientôt, dans 2 semaines, et Luna Serena, qui a 1 an. Ok. C'est à combien de kilomètres à peu près de Buenos Aires que vous habitez? À 800 km. D'accord. C'est dans la province de Córdoba. Super. Et je vois j'entends à ton accent que c'est pas forcément un accent espagnol. D'où est-ce que tu viens? Moi, je suis de Pau. Je suis née à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut du coup continuer là-dessus sur une petite rétrospective française? Donc, qu'est-ce que tu faisais avant de partir en Argentine? Et puis, qu'est-ce qui t'a emmené là-bas surtout? Ouais, ben écoute, j'ai 35 ans et donc j'ai vécu, je suis née en France. J'ai déménagé en Argentine à 21 ans après avoir terminé une licence en musicologie à Toulouse. Je suis musicienne à la base. Et quand j'ai eu terminé la fac, je suis partie vivre à Buenos Aires parce que j'étais très intéressée par le tango, la musique du tango. J'avais déjà voyagé avec ma sœur en Argentine, avec les sacs à dos et tout ça, à 19 ans. Et puis voilà. Et puis après, c'est un pays que j'ai beaucoup aimé d'entrée. Et j'ai décidé de revenir à 21 ans pour m'y installer. D'accord. T'as toujours été une grande voyageuse ou c'est vraiment l'Argentine en lui-même qui t'a fait rêver? Non, j'ai toujours aimé les voyages, toujours, toujours. Mais bon, à 21 ans, j'avais pas, j'avais pas eu le temps. Je pensais à cette époque-là que j'étais grande et en fait, j'étais encore assez jeune, quoi. Et donc, du coup, j'avais beaucoup voyagé, mais j'ai voyagé plus après, en fait, avec la musique, puisque quand je suis arrivée à Buenos Aires, j'ai monté mon orchestre de tango. Et avec cet orchestre, on a beaucoup voyagé après par ailleurs ou avec d'autres projets musicaux. Donc j'ai toujours aimé les voyages, mais l'Argentine, c'est un peu par hasard en fait. C'est ma sœur qui avait décidé de partir en vacances là et moi je l'avais suivie parce que dans mon idée, je voulais partir le plus loin possible, peu importe le pays. Et voilà. Et donc on est arrivé ici. Et j'ai adoré. Je suis revenue une deuxième fois avec une amie et la troisième fois, je suis venue pour m'installer. Pour de bon, ok. Et du coup, ton conjoint est argentin, je crois, donc tu l'as rencontré sur l'un de tes voyages ou une fois que tu avais aménagé définitivement? Non, bon, à 21 ans, je suis arrivée à Buenos Aires et donc c'était en 2007 et non, Federico, je l'ai rencontré en 2014, donc j'étais déjà bien installée, j'habitais toute seule, je travaillais, enfin j'étais déjà super installée quand je l'ai connu. Ok. Et tu parlais espagnol avant d'arriver en Argentine? Ouais, je parlais espagnol ben, du fait que à l'école, on apprend l'espagnol, au collège et tout ça, et puis j'ai toujours aimé les langues. Un espagnol scolaire, waouh! Voilà, voilà. J'ai toujours aimé les langues, ça m'a toujours beaucoup plu et j'ai mis un point d'honneur à parler le mieux possible parce que sinon, des fois, en étant étrangère, dans un pays comme l'Argentine, souvent, c'est important. Enfin, pour moi, c'était important la langue de parler le mieux possible parce que des fois, sinon, tu te fais arnaquer, tu sais, dans les, dans les supermarchés. Ici, ils te font payer le double, tu sais, si tu Ah as oui. un accent un peu étranger. Donc, du coup, voilà, j'ai mis un point d'honneur. Bon, alors j'ai dû me faire arnaquer quand j'étais à Buenos Aires il y a quelques années, du coup, parce que je parlais pas bien espagnol personnellement, mais bon. Voilà. Ok. Et du coup, 7 ans après ton arrivée, tu rencontres ton mari. Et ben, raconte-nous un petit peu cette rencontre, comment ça s'est fait? Voilà, en fait, je l'ai rencontré à un moment où justement, avec la musique, j'étais un peu en, comment dirais-je, j'avais envie un peu d'arrêter cette vie, disons, nocturne ou cette vie de voyage, justement.
puisque bon, la musique, c'est voilà, c'est jouer le soir, c'est jouer tard, c'est monter des projets, c'est pas facile de vivre de la musique. Et je l'ai rencontré à lui un peu par hasard en fait. Il travaillait, en bas de chez moi et lui, il répare des, produits électroménagers. Donc en fait, mon lave-linge est tombé en panne Oh là là, et comme il dans est un venu film. comme dans les films et quand je suis allée ouvrir la porte et je l'ai vu, j'ai dit: «Ah non, mais» j'étais pas du tout préparée pour le recevoir, tu vois? J'étais décoiffée, ça allait pas du tout. Non et puis bon voilà, trêve de blagues, voilà, je l'ai rencontré comme ça, il est venu chez moi me réparer mon lave-linge. Voilà et rapidement, enfin, 6 mois après, j'étais enceinte de Lino. Ah oui, ça s'est fait vite, effectivement. Voilà, donc ça a été très rapide. Donc Lino était un bébé surprise ou c'était quand même un sujet que vous aviez abordé relativement tôt dans votre relation? Non, non, c'était tout à fait, prémédité, on va dire. Enfin, on a tout à fait décidé ça, on était Qu'est-ce qui a amené votre désir d'enfant au sein de votre couple tout jeune? moi, je crois que c'était simplement j'étais pas du tout j'aurais jamais pensé que j'allais être maman, là, à 30 ans et puis, en fait, quand j'ai connu Fédé, je me suis dit: «Ah ben si, c'est lui le papa, quoi». Enfin, il y a pas eu de doute, c'est arrivé tout seul, en fait. Et le fait d'être dans un pays étranger au pays où tu es né, où tu as grandi, ça t'a pas du tout mis de frein ou fait te poser de questions au départ? Tu étais juste prête à foncer? Voilà, exactement. Non, Ouais. j'ai pas j'étais très installée déjà en Argentine. J'ai jamais eu comme le désir de rentrer en France, même pas au moment d'avoir cette envie d'être maman, c'est pas du tout quelque chose qui m'a travaillée, disons. Non, non, j'ai décidé on a voulu avoir un enfant, voilà et il y a pas eu d'hésitation à ce niveau-là. D'accord. Et du coup, cette première grossesse en Argentine, comment se passe-t-elle? Alors à ce moment-là, je connaissais rien du tout. D'ailleurs, j'étais assez, naïve, disons. Je pensais que le monde des bébés, des naissances et des grossesses, c'était, un peu le monde, des bisounours, tu vois? Je pensais que c'était, quelque chose de Je crois qu'on est toutes là-dedans sur une première grossesse. voilà, je me disais: «Bon, OK, il y a une question ici, c'est, que tu peux avoir accès à la santé gratuitement, mais bon, les hôpitaux publics sont, assez, OK. c'est très, très difficile, quoi. C'est-à-dire que c'est difficile d'avoir des rendez-vous, on te donne des rendez-vous pour dans très longtemps, enfin, c'est assez difficile donc du coup, je me suis inscrite dans une clinique en fait j'ai payé un espèce de ça s'appelle un plan donc en fait tu payes et tu as tout de couvert jusqu'au un mois, du bébé et donc mais bon ce qui a commencé à me surprendre en fait c'était, le côté expéditif des rendez-vous, avec l'obstétricienne, tout, comme ça en 5 minutes à chaque fois, les contrôles, enfin c'était, Il y a beaucoup de rendez-vous pendant une grossesse en Argentine? non, c'est une fois par mois et plus, les laboratoires, enfin les analyses et cetera, mais c'est une fois par mois et une échographie par trimestre à peu près. D'accord. Et pour avoir un ordre d'idée, un plan comme ça dans une clinique privée, ça revient cher? À ce moment-là, c'était peut-être, je me rappelle plus parce que comme il y a une énorme inflation depuis, mais je te dirais, peut-être, je sais pas, je dirais 600 €, 700 €. Ah oui, d'accord. Bon, on est loin des tarifs américains, mais c'est quand même plus cher qu'en Europe, quoi. Voilà et aujourd'hui, un accouchement à domicile, par exemple, tout, Ouais. tout compris, on va dire, ça coûte environ, 1 000 €. OK. Du coup, tu nous l'as pas dit tout à l'heure au moment de ta présentation, mais donc tu es doula, on y reviendra un peu plus tard dans l'épisode et tu fais des accouchements à domicile, c'est ça? Voilà. On en parlera dans quelques minutes alors. Voilà, donc c'était, quand je suis tombée enceinte de Lino, je suis allée dans le moule, quoi, on va dire. Je me suis inscrite dans cette clinique, j'ai fait les analyses qu'on me demandait de faire. Je suis allée au rendez-vous, avec, la gynécologue, et cetera. Et dans l'ensemble, ta grossesse se passe Mmh. bien au niveau des maux de grossesse? Oui, j'ai une grossesse parfaite, Ah aucun super. souci et je suis arrivée en semaine 40, 41 et il se passait rien. Disons que enfin, il se passait rien, normal puisque bon, je veux dire, chaque, bébé a son rythme, on va dire, mais comme je suis arrivée en bout de course, on m'a donné jusqu'à la semaine 41. Voilà, dépassé le terme et arrivée en semaine 41, ben, on m'a dit: «Voilà, il faut faire un déclenchement». Donc je suis allée ce jour-là faire un déclenchement qui, je pense, a été, bon,
d'un côté mal fait et par ailleurs, comme aussi, en Argentine, c'est assez courant voilà, d'envoyer directement les femmes en césarienne, parce que c'est plus pratique pour tout le monde. Oui, c'est vrai que c'est un peu les rumeurs qu'on entend au Mmh. travers du monde, c'est que dans les pays d'Amérique latine, c'est césarienne, un petit peu de confort, quoi. Exactement. De confort pour les médecins, quoi, pas tellement pour nous. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait un déclenchement, mais bon, rapidement, ils m'ont dit: «OK, non, césarienne» et donc Ouais. il est né par césarienne et ce jour-là, il a été, comme il avait eu un petit peu de mal à respirer et cetera, qu'il avait avalé du méconium. Il a été hospitalisé pendant 5 jours. Donc en fait, les 5 premiers jours, je l'ai pas vu pratiquement parce que j'étais séparée, de lui, parce que dans la néonatologie, on nous mettait des horaires de visite, parce que Vous laissez pas être avec le non, bébé autant que vous non, vouliez? non. C'est ça justement le côté, où je me suis dit: «Waouh!» enfin là, j'ai découvert vraiment ce que c'était, la violence, voilà, autour des naissances, quoi, parce que c'était de la maltraitance aussi envers nous, Mmh. on se faisait gronder comme des petits enfants, parce que on était trop nerveux ou parce qu'on voulait voir notre bébé, qu'il fallait respecter Ah les ouais, enfin, horaires, ça se enfin, comprend de vouloir voir son bébé qui vient de naître, enfin, waouh. tout à fait. Ouais, ouais, c'était une expérience, vraiment pour moi très difficile. Puis la Mmh. césarienne, c'était pas du tout ce à quoi je pensais. Et puis Mmh les mh. 5 jours, hospitalisés, on savait pas quand est-ce qu'il allait pouvoir, sortir. Moi, au 4e jour, j'ai dû partir de la clinique, donc j'ai dû aller dormir pas très loin chez une amie, avec, tu vois, la cicatrice qui faisait hyper mal, enfin, parce qu'on a Ah oui, ils t'ont pas laissé rester, à l'hôpital pendant que ton enfant était encore non, le hospitalisé? dernier jour, non. C'est-à-dire que moi, on m'a donné 4 jours et puis après, beh, comme j'occupais, OK. une chambre, qui devait être, vide pour quelqu'un d'autre, on m'a dit de partir et Lino est resté là et le lendemain et on savait pas encore quand est-ce qu'il allait sortir puisqu'on nous disait rien, quoi. C'était: «Bon, on verra demain, on verra demain, on verra demain» et puis, Mmh. voilà et quand on est revenu le jour suivant, on nous a dit: «Bon, c'est bon, aujourd'hui, il va pouvoir sortir», et en fait, plus tard, on a su que c'était parce qu'en néonatologie, quand ils ont des sondes, et cetera, ben, on leur donne des antibiotiques et le protocole veut que les antibiotiques, ça soit pendant 5 jours. Donc, d'entrée, ils savaient que Lino allait rester 5 jours. Oui, ils auraient pu vous le dire bien plus tôt, quoi. Ils nous disaient Et rien, donc voilà. Mais après, voilà, le jour suivant, on est allé le chercher et on a pu rentrer à la maison. enfin la vie à 3 pouvait démarrer. Ouais, donc tu imagines, arriver à la maison, en ayant eu, la césarienne, 5 jours, sans cette première rencontre qui est si importante justement pour la fusion, et pour Mmh. l'allaitement. Parce que du coup, Lino, tu l'as vu combien de temps après l'accouchement, la première fois? Je l'ai vu le lendemain, il est né à 6 heures du soir, je l'ai vu le lendemain matin vers, 11 heures à peu près et ouais, c'était horrible parce qu'il était tout, il avait Oh. des sondes partout, il était branché de partout. Je pouvais pas le prendre dans mes bras, et moi j'étais, encore, en la cicatrice qui me faisait mal, enfin tout quoi, j'étais en post-opératoire. Et donc c'était en fait Federico qui faisait les navettes entre ma chambre et la néo et il faisait les allers-retours dans les couloirs. Un super papa. Ouais, ça a été un moment très, très difficile parce qu'après quand je suis rentrée chez moi, je comprenais pas au début pourquoi je n'arrivais pas à me j'avais du mal à j'étais en stress, post, trauma Mmh. Post-traumatique, ouais. un stress post-traumatique, quoi. Vraiment, après ça, j'ai découvert ce terme-là parce que je faisais tout en automatique, si tu veux, mais j'arrivais pas à comprendre que j'étais maman et que j'avais un bébé, que c'était le mien. Et après ça, j'ai compris que ben, c'est normal, je veux dire, dans le monde des mammifères, si on sépare le bébé de sa maman dans les premières heures et dans les premiers jours, ben, n'importe quel animal, en fait, ressent ça. C'est-à-dire, ben, il n'est pas rare de voir des chattes, par exemple, qui rejettent un bébé parce qu'il a été séparé ou parce qu'il a été touché et manipulé par des humains, par exemple. Et donc, du coup, il y a ce rejet. Et nous, les humains, enfin les femmes, on ressent la même chose. Si on est séparé de notre bébé dès la naissance, ben, il y a quelque chose qui se fait pas au niveau, enfin qu'il faut qu'on crée, quoi, qu'il faut qu'on crée de toutes pièces.
D'accord, qui se fait pas tout de C'est suite, pas quoi, tout de ouais. suite. Et pendant 3 mois, j'ai Mmh. été, complètement en pilote automatique, tu vois? Et hem à 3 mois, Lino, il a fait une bronchiolite, enfin voilà, il a été malade, et là, je pense que ça a été un peu une espèce de douche froide pour moi, de me réveiller, de me dire: «Ouf, il faut que je fasse quelque chose, quoi». Enfin, il faut que je me réveille de cette situation parce que j'étais, Ouais. La maladie de ton fils t'a fait réaliser que tu avais la vie de ce petit bout entre les mains et que tu en étais responsable et du coup, c'est ça être maman, quoi. C'est ça exactement. être maman. Ouais. Tout à fait. Et là, Mmh. j'ai commencé à me renseigner, je me suis renseignée sur, voilà, qu'est-ce qui se passe au niveau des naissances, de pourquoi les césariennes, c'est aussi, compliqué, ou pourquoi justement quand le bébé est séparé de sa maman, il se passe ce qui enfin, j'ai commencé à comprendre ce qui m'arrivait aussi, quoi. Il y a un tabou autour de ça. On te dit: «Bon, ben, voilà, tu sors de la clinique», on te dit: «Ben, voilà, le plus important, c'est que ton bébé, il aille bien, c'est que toi, tu ailles bien, donc c'est bon, quoi». On te donne pas les cartes pour savoir le faire, quoi. On te dit, qu'est-ce qu'il Voilà. faut au bout, mais on te dit pas le chemin, Tout c'est à sûr. fait, tu vois? Je rentre chez moi et j'avais des crevasses, j'arrivais pas, j'avais du mal à allaiter parce que j'avais mal, enfin tout ça, et voilà. On m'a lâchée dans la nature avec ça, et voilà, tout simplement, je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit: «Ben non», enfin d'ailleurs non, je me rappelle que quand je suis sortie de la clinique, je me rappelle, mais vraiment, c'était un jour, c'était l'été, et je suis sortie, de la clinique, et j'ai dit: «Non mais il faut vraiment que j'alerte les autres femmes sur ce qui m'est arrivé, parce qu'il faut pas que ça il faut que ça arrive à personne, en fait, ça. Ce qui m'est arrivé à moi, c'est-à-dire faire des choses sur moi, sur mon corps, sans me prévenir, manipuler l'information, hospitaliser les bébés en évitant le contact, et la fusion justement maman-bébé, voilà. Moi, j'ai dit: «Bon, je ne sais pas comment, mais quand je vais pouvoir, remonter la pente, je vais faire en sorte que, voilà, que les autres femmes ne passent pas par ça, quoi». Et donc la même année, j'ai fait ma formation de doula. Alors attends, tu vas un OK. tout petit peu trop vite. Je voudrais juste revenir un petit peu sur ton retour à la Mmh. maison avec Lino. Du coup, tu as dit que l'allaitement avait mis un petit peu de temps à se mettre en place. Tu as tenté quand même après 5 jours de mettre en place un Mmh. allaitement, Tout c'est à ça? fait. Tu avais de l'aide à la maison? Tu as de la famille qui est venue te voir pour te soutenir un peu? Non, 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 j'avais pas d'aide, on n'avait pas d'aide d'ailleurs de personne. Quand j'étais à la clinique, on m'a expliqué comment me tirer le lait, mais en fait, on m'a laissée toute seule dans un coin avec un tire-lait, et puis, voilà, débrouille-toi. Et donc du coup, quand je suis arrivée à la maison, beh, j'avais déjà des crevasses, et c'est aussi ça que j'ai trouvé, comme un réflexe, que j'en parle avec d'autres femmes. C'est que quand je suis arrivée à la maison et que justement l'allaitement, c'était si difficile de mettre en place parce que j'avais super mal, j'ai tout de suite appelé une puéricultrice, mais vraiment, tout de suite, quoi, pour qu'elle vienne à la maison, pour qu'elle vienne m'aider, parce que j'ai bien senti que, ben, il me fallait quelqu'un à côté de moi de bienveillant, qui reprenne l'histoire à zéro et qui me guide pour l'allaitement. Parce que si en plus de ça, l'allaitement n'avait pas fonctionné, pour moi, ça aurait été, dramatique pour la relation, avec mon bébé. Ouais. L'allaitement était quelque chose que tu pouvais pas rater, quoi. Tu avais pas eu l'accouchement dont tu Non. rêvais, donc tu voulais vraiment réussir l'allaitement derrière. Ah oui. Ouais. Pourtant, tu vois, enceinte, j'y avais pas tellement pensé à l'allaitement. Enfin, j'y avais pensé, je savais que j'allais allaiter, mais j'ai bien compris, dès les premiers jours, que c'était ce qui allait nous sauver vraiment dans notre relation. Et donc j'ai appelé une puéricultrice pour qu'elle vienne m'aider, et c'est, grâce à elle, en fait, que voilà, elle m'a dit: «Non, tout va bien, il prend bien le sein, il y a pas de souci, il va falloir que, ben, ça va passer», mais et ça a mis 1 mois et demi à passer, les crevasses, j'ai Waouh! vraiment dégusté, mais bon, après, je me suis dit: «Voilà, c'est ça, quoi, je peux pas rater l'allaitement». Ah, tu étais déterminée, incroyable. Mmh. Ah, finalement, tu vois, tu l'avais quand même, ce réflexe de maman, c'était, tu voulais créer ce lien via l'allaitement, donc tu étais déjà Mmh. maman un petit peu quand Tout même, à même si tu fait, as dit que ça avait pris 3 tout mois, à fait. Il y avait quelque chose, tu avais déjà un ça. peu instinctif, et en même temps, enfin, je comprenais bien qu'on avait raté quelque chose. Je savais pas encore trop comment, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui avait été raté, et je savais qu'il fallait récupérer quelque chose, quoi. Mmh. Et Lino a été allaité, pendant 3 ans et demi. Donc Ah tu vois, oui, après finalement, tu as bien l'allaitement, ça réussi ton truc.
Waouh! Ça a bien marché. Incroyable, 3 ans et demi, bah, dis donc, je te tire mon chapeau. Donc tu me disais Ouais. que dans l'année qui a suivi la naissance de Lino, tu as eu une révélation professionnelle. Tu as souhaité devenir Mmh. doula. Donc c'est un métier qui est encore trop peu connu, je pense. Enfin, personnellement, c'est un métier qui me fait rêver. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? En fait, la doula, c'est une femme qui va accompagner tout le processus, de maternité, de la grossesse à l'accouchement, au postnatal, et elle a un rôle bien différent de la sage-femme ou du gynécologue puisque c'est une femme qui accompagne, plutôt, les émotions, la préparation, Hem et puis qui donne de qui informe en fait aussi les familles, qui les aide à se préparer, qui aide à préparer la maison, on est aussi formé pour accompagner l'accouchement. On ne fait pas de gestes médicaux pendant l'accouchement, mais on accompagne les femmes, on ça peut être avec des massages, ça peut être aussi au niveau logistique de s'occuper des autres frères et sœurs pendant l'accouchement. Ça peut être, de soutenir la femme aussi au moment de son travail ou de son accouchement et dans le postnatal, aider à l'allaitement, on est formé aussi pour accompagner tout ce qui est, le postnatal quoi, c'est-à-dire, les émotions de la maman, on comprend aussi la physiologie, du corps de la femme, donc on accompagne aussi, tout ce processus-là. Et pour ma part, comme je suis aussi passionnée par, l'éducation en général, la parentalité, je j'accompagne aussi tout ça jusqu'aux 2 3 ans, de l'enfant, en fait. Waouh! Tu un peu un ange gardien des parents, quoi. Voilà, c'est Du début de la exactement, grossesse jusque 3 ans plus tard, voilà, c'est l'ange gardien, c'est exactement ça. C'est-à-dire la doula, c'est l'ange gardien, totalement, c'est ça. L'ange gardien de la famille. Donc elle va aussi, faire le lien, peut-être aussi avec, les sages-femmes, ou avec, les médecins. Elle peut accompagner à des rendez-vous. Elle aide les gens les familles à élaborer leur plan ouais, leur plan de famille, en fait, ouais, ouais. de parents le mieux possible en fonction des envies des parents. C'est-à-dire qu'on va essayer de définir d'abord ce dont les parents ont envie et après on va mettre le plan en place, en fait. Et Voilà. du coup, comment tu as réussi à combiner, une formation et un nouveau métier avec un bambin qui avait seulement 1 an? Et beh, par chance, dans la formation que j'ai faite, les bébés étaient, acceptés. Waouh! Trop bien. C'est-à-dire que, comme, on se formait comme doula donc entre nous-mêmes, entre les formatrices et puis, les participantes, on aussi, on s'aidait entre nous, quoi. On était plusieurs à avoir des bébés petits. En général, on était à peu près toutes dans le même, avec la même histoire, c'est-à-dire qu'on avait eu des naissances assez traumatiques, donc on voulait, on était toutes, à peu près au même niveau, quoi, à ce niveau-là. On voulait, travailler sur notre propre maternité, ce qui était d'ailleurs la formation était super pour ça puisque C'est on salvateur. travaillait d'abord sur nous-mêmes. Ouais, ouais. Et donc je pouvais amener le bébé avec moi et puis on se relayait avec, Federico qui m'aidait, pour le garder pendant la formation. C'est un métier qui est un peu plus démocratisé en Argentine que dans le reste du monde parce que, enfin, je sais qu'aux États-Unis, c'est assez connu, mais en Europe, par exemple, ça existe pas ou vraiment très peu. En Argentine, c'est quelque chose qui se fait beaucoup? C'est pas connu, disons, en général. Je veux dire, si je dis à ma voisine que je suis doula, elle va me dire: «C'est quoi ça?» Mais il y a un gros mouvement aussi un très grand mouvement pour protéger les naissances, pour, le respect des naissances, oui. Je dirais plus qu'en France. J'ai l'impression qu'un petit peu plus qu'en France, mais en même temps, bon, ça reste un mouvement quand même indépendant, un peu en marge, quoi, du système. D'accord. Donc tu te lances dans le métier de doula, tu fais tes premiers accouchements, tes premières naissances, je suppose. Comment ça se passe pour toi, d'accompagner les femmes dans les premiers temps? Mon premier accompagnement justement, ça a été une femme, française qui habitait à Buenos Aires. Donc c'était un peu, c'était pas prévu, mais ça s'est passé comme ça et ça a été une césarienne aussi. Donc ouais, 1 an et demi après la naissance de mon fils, je me suis retrouvée dans un bloc opératoire, dans une césarienne, accompagner une césarienne,
d'une maman française. Et ça a été une grande aventure. Et en fait, je me suis sentie vraiment à ma place, quoi. C'était vraiment quelque chose que je trouvais de naturel. Ça a été vraiment super. D'accord, donc en fait, les doulas n'accompagnent pas forcément que dans les accouchements à domicile. Ça peut Ah être oui. aussi sur une césarienne ou sur un accouchement en hôpital classique. Oui, ça peut être dans une institution, ça peut être partout, n'importe quelle D'accord. grossesse. Cette maman en question était en plus mère célibataire, donc on était toutes les deux dans le bloc, et voilà. Et si, si, ça peut être n'importe où. C'est pour ça, bon, comme justement, c'est pas un métier qui est très connu, c'est tout justement tout l'enjeu des doulas, c'est Mhm. de se présenter dans les institutions, c'est de pouvoir après rentrer dans l'institution, accompagner les familles dans les salles d'accouchement, dans les blocs opératoires s'il y a besoin. Donc c'est pas évident, mais on est formé pour ça. Donc c'est à nous après d'aller parler dans les institutions pour nous, bon, pour pouvoir rentrer et accompagner les parents jusqu'au bout, quoi. Ouais. Toujours ce petit côté ange gardien qui prend pas trop de place et qui est présent pour soutenir la famille. Waouh, c'est beau. Et donc, une fois que tu t'es reconvertie, que tu commences ce métier, à quel moment vient le désir d'un second enfant dans votre famille, dans ta vie? Alors, à ce moment-là, on habitait à Buenos Aires, donc on avait déménagé dans la banlieue, mais Buenos Aires, c'est une ville immense, 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 et ouais, c'est une ville très agitée, on va dire. Et quand Lino est né, rapidement, on a eu le désir de partir à la campagne parce que ben, on se sentait pas tellement en sécurité, et puis c'est surtout que Lino a un tempérament, enfin, il a beaucoup besoin comme n'importe quel enfant, mais bon, lui particulièrement, je trouvais qu'il avait beaucoup besoin de bouger, de courir, de grimper, voilà, on a vite vu le profil, quoi. Et dans un appartement, ça allait pas du tout, c'était pas du tout l'endroit pour lui, C'est pas compatible. donc assez vite, on a eu le désir de partir, et on a choisi donc la province de Cordoba, qui est une province avec des montagnes, et l'endroit où on est, c'est très vert, et voilà, et on a dit, bon, ben, on va s'installer là-bas. Donc, on est parti, on a acheté un terrain, on est parti. À ce moment-là, on avait une ambulance des années 70, un vieux camion qu'on avait acheté, et on a fait le déménagement comme ça. On a chargé le camion, on est parti et on est venu s'installer sur le terrain qu'on avait acheté avec une tente, c'est tout. Il avait quel âge, Lina? Il a fait 2 ans quand on est arrivé. Waouh, d'accord. Donc, il y a 2 ans, on habite dans une tente et une ambulance sur un terrain. Ah oui, non, Trop non, bien. c'est un truc. C'était folklore. Non, en plus, c'était l'été, donc on avait l'été devant nous pour construire la maison, parce que après ça venait l'hiver, et qu'il fallait que vraiment que pour l'hiver, on soit à l'intérieur de la maison. Donc, mon conjoint sait construire, enfin, il sait tout faire. Donc, c'était super utile. Et donc, on s'est installé dans la tente, et on a vécu dans la tente pendant 4 mois, tout l'été et le début de l'automne. Et pendant ce temps, tous les jours, on construisait. Voilà, c'était assez difficile pour moi parce que, comme ben, déjà, un enfant de 2 ans demande beaucoup d'attention, donc j'avais pas forcément la disponibilité pour aider pour la construction. Ah ouais, vous avez construit une maison en 4 mois. Ben, en 4 mois, on a fait la structure, quoi. Après, c'est pas Waouh. terminé. Je veux dire, 3 ans après, c'est pas terminé. On a encore beaucoup de boulot devant nous, mais la structure était faite, ouais, en 4 mois. Ouais, bon, après, ça a été la première année, on habitait dans la maison, mais c'était très limité, quoi, on va dire. C'était pas tout à fait confortable encore, mais bon, petit à petit, voilà. Et au jour d'aujourd'hui, on continue petit à petit à faire des travaux. Voilà, et donc 1 an et demi après, non, on a passé l'hiver, on a passé le premier hiver, et quand le printemps est arrivé, j'ai dit à Federico, ben, je crois que c'est le moment pour avoir un autre enfant. Ben, Lino, il avait déjà 2 ans et demi, et je me suis dit, bah, c'est maintenant. Voilà, c'est pareil. Un peu comme la première fois, ben, on s'est dit, voilà, c'est maintenant le moment pour
pour en avoir un autre. Et donc, je suis tombée enceinte assez rapidement. Cette fois-ci, grossesse complètement différente. Tu étais vraiment, au courant de tout ce qui allait t'arriver, de tout ce que tu voulais, tout ce que tu ne voulais pas. Tout à fait. Raconte-moi un petit. Voilà, j'avais déjà donc la formation, j'avais déjà accompagné des naissances et dès que je suis arrivée dans la vallée où on habite aujourd'hui, je suis allée à la rencontre des sages-femmes. En fait, parce qu'on a choisi cette vallée où je suis ici aujourd'hui parce que justement dans la formation de doula, l'une des formatrices était sage-femme et nous parlait d'une école de sages-femmes dans la vallée de Cordoba, qui avait une école de sages-femmes traditionnelles en fait, c'est-à-dire des sages-femmes qui se forment à partir des connaissances ancestrales, on va dire, de l'Argentine. Et donc, il y a une école au milieu de la forêt. Enfin, elle nous parlait de cet endroit et je me suis dit, bah, si on doit déménager, si on doit aller quelque part, on ira dans cette vallée, c'est sûr. Donc, en fait, on a choisi d'habiter dans la vallée où il y a cette école de sage-femme en question. Donc, dès que je suis arrivée, je suis allée les rencontrer. Et dès que je suis arrivée, elles m'ont intégrée dans leur équipe où elles ne travaillent qu'avec sur des accouchements à domicile. Mais disons, l'une d'entre elles fait le lien avec l'hôpital, puisque comme elle est obstétricienne, en fait, s'il y a besoin d'un transfert à l'hôpital, c'est elle qui s'en occupe, etc. Donc, parfois aussi, on peut aller à l'hôpital, accompagner des mamans si l'accouchement à domicile ne peut pas se faire. Mais bon, j'ai commencé à travailler avec elle et donc du coup, j'ai commencé à accompagner des accouchements à domicile. Et donc du coup, j'étais complètement accompagnée quand je suis tombée enceinte. J'étais accompagnée par ce groupe de sages-femmes. J'allais aux accouchements, je voyais des femmes accoucher. Enfin, j'étais vraiment dans ce bain-là. Donc quand je suis tombée enceinte, ben, naturellement, j'ai commencé à faire partie de cette communauté de femmes enceintes dans la vallée, à accompagner les accouchements, mais à moi-même aussi recevoir les soins des sages-femmes. Et donc, c'était très différent comme accompagnement. J'étais beaucoup moins seule que la première fois. J'étais dans une autre ambiance, quoi. Waouh, super. Et du coup, c'était un suivi de grossesse beaucoup moins médicalisé que la première grossesse, donc moins de rendez-vous médicaux avec échographie, tout ça? Mhm. Oui, ben en fait, j'ai commencé à choisir ce que je pensais qui était important et ce qui non, en fait. Il y a plein de choses que moi-même, je voulais pas faire. Je voulais pas faire 50 échographies, je voulais pas faire. Enfin, à partir de l'information que j'avais, de ma formation et de mes connaissances, j'ai décidé réellement ce que je pensais qui était important, ce que je pouvais laisser, disons, de côté. Par contre, c'est pas une grossesse qui a été aussi facile que pour Lino, paradoxalement, parce que ben, j'ai eu des saignements au 3e ou 4e mois de grossesse. Ça a été très très difficile pour moi parce que voilà, j'ai eu peur tout simplement de perdre le bébé et donc du coup j'ai dû faire beaucoup de repos, j'ai dû me reposer beaucoup au 4e mois, pendant 1 mois à peu près, j'ai dû être couchée. Donc bon, ça a pas été une grossesse très facile et puis surtout en ayant un enfant de 3 ans autour qui demandait voilà, de l'attention, etc. La maison qui était encore en travaux, enfin bon, c'était assez sport quand même. Ouais. C'est pas forcément les conditions les plus calmes pour avoir une grossesse, effectivement. Ouais, et en même temps, c'était le moment, quoi. Ouais, tu savais que c'était le bon moment pour Ouais. toi. Et du coup, cet accouchement, fais-nous rêver un petit peu, un accouchement d'une doula. Ben, ça n'a pas été l'accouchement rêvé non plus, tu vois, paradoxalement. Enfin, dans le sens où l'accouchement à domicile n'a pas eu lieu parce que je me préparais pour un accouchement à domicile. Et puis le temps passait, le temps passait, le temps passait. Et il m'est arrivé la même chose qu'avec Lino, c'est-à-dire que j'ai fait un dépassement de terme. Je suis arrivée en semaine 40, 41 et puis 42. Et donc, bon, on a pris la décision qu'on devait faire un déclenchement à nouveau. Mais comme j'avais une césarienne déjà avec Lino, comme j'avais une cicatrice, en fait, le déclenchement devait se faire à l'hôpital. Pour être sûr de ne pas prendre de risques par rapport à la cicatrice. Exactement. Donc, imagine ma situation dans les derniers jours de grossesse où, voilà, je devais mettre fin à mon rêve d'accoucher à la maison. J'allais aller à l'hôpital, j'allais avoir à nouveau un déclenchement. J'avais la césarienne, tu vois, qui me rôdait à nouveau.
Ouais, ça a été, je crois, la pire semaine de toute ma vie, parce que c'était, voilà, un espèce de moment voilà, de me dire qu'est-ce qui va se passer. C'était l'incertitude. Tu as su te faire entourer cette fois-ci peut-être avec les sages-femmes de ta communauté pour qu'elles te soutiennent, qu'elles te Mhm. rassurent un peu? Voilà, j'étais très entourée. Elles sont venues toute cette dernière semaine-là. Elles sont venues à la maison. Elles m'ont fait des massages. On a fait de Ah l'acupuncture. super! On a fait, on a tout fait, mais rien à faire, quoi. Elle voulait pas sortir. Non, de l'homéopathie, bon bref. Et donc, voilà, le jour est arrivé où je devais aller à l'hôpital pour faire ce fameux déclenchement. Et bon, c'était tout un... On a décidé que, comme on n'était pas... Enfin, on n'avait pas vraiment prévu ça, quoi. Donc, c'était un peu difficile aussi pour Lino, qui avait 3 ans et demi. Le jour de l'accouchement, on savait pas comment ça allait se passer. Les enfants n'étaient pas acceptés, évidemment, à l'intérieur de l'hôpital. Donc, on a décidé que mon conjoint restait avec Lino, passer la journée avec lui, pendant que moi, je commençais mon déclenchement à l'hôpital avec les sages-femmes, et qu'au moment de la naissance, elles allaient l'appeler pour qu'il s'approche et qu'il vienne. Mais on avait décidé que j'allais me concentrer, que ça allait être... je voulais pas, en fait... ça me stressait d'avoir à m'occuper de Lino, enfin, de penser comment il allait être, s'il allait pas se stresser ce jour-là, etc. Donc, on a décidé que c'était Federico qui allait s'occuper de notre enfant. Et moi, je me concentrais pour mon accouchement parce que, De toi et de la petite à venir. voilà. Et en fait, le déclenchement a marché vraiment très bien. C'est-à-dire que aussitôt, j'ai commencé à avoir des contractions et elle est née très rapidement, en fait. Elle est née très rapidement et j'étais dans l'hôpital. C'était une situation assez inédite parce que, comme je te disais, les doulas, les sages-femmes, des fois, qui travaillent en indépendant, n'ont pas forcément accès dans les hôpitaux, qui ont déjà des équipes de formés, etc. Mais ce jour-là, on est rentré dans l'hôpital et les sages-femmes sont rentrées avec moi et elles m'ont fait une espèce de bouclier humain. Quand tu dis on, vous étiez combien? Laisse-nous imaginer combien vous étiez à rentrer en force comme ça dans un hôpital. Mais au départ, quand je suis rentrée dans la chambre, on n'était que deux, enfin moi et la sage-femme. Et puis au moment d'accoucher, en fait, comme c'était mes amis, mes collègues, etc., elles ont voulu être présentes toutes. Et puis moi, j'avais demandé est-ce que, voilà, si vous pouvez être toutes là, ça sera super. Mais en sachant qu'à l'hôpital, ça allait être impossible de rentrer. Elles étaient 5, t'imagines, à 5 dans la salle d'accouchement. Waouh, une vraie sororité, ça fait rêver un petit peu ça, c'est waouh, incroyable. Si, c'était magique. En fait, c'est pour ça, je te dis, l'accouchement à la maison n'a pas eu lieu, mais à l'hôpital, j'étais dans ma bulle, entourée d'elles. Il y en a une à laquelle je m'agrippais, pendant que l'autre, elle me faisait des massages, pendant que, voilà, enfin, c'était... Et donc, quand je suis arrivée dans la salle d'accouchement et que j'étais sur le point d'accoucher, elles étaient toutes autour de moi, en fait. Elles avaient toutes réussi à rentrer dans l'hôpital. Je visualise la scène, ça donne des frissons. Ouais, c'était magnifique. Et même d'ailleurs, la pédiatre de l'hôpital, la pauvre, elle essayait de s'approcher. Elle n'arrivait même pas à s'approcher de la petite quand elle est née parce que elle était, tu vois, elle était un peu dans son coin, la pauvre. Et, et voilà. Et finalement, l'accouchement a eu lieu. Donc pour moi, c'était très important parce qu'après une césarienne, c'était mission accomplie. L'accouchement s'est très bien passé et puis il n'y a pas eu de séparation. Tu as eu tout de suite la petite sur toi. Tout à fait, en peau à peau. J'avais parlé au préalable avec la pédiatre. Je lui avais dit, écoutez, je ne sais pas quels sont les protocoles de l'hôpital, mais je vous en supplie. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas me séparer parce que je veux pas, quoi. Je l'ai supplié avant de commencer le déclenchement. J'ai demandé à la connaître, puisque je la connaissais pas, la pédiatre de l'hôpital. Donc voilà, je lui ai dit non. Franchement, je ne sais pas quels sont les protocoles, mais je vous en supplie, vous me quittez pas l'enfant. Tellement important de réussir à s'exprimer en tant que future maman, de dire en avance ce qu'on veut, parce qu'une fois qu'on est dans le flow du travail, on n'arrive plus forcément à s'exprimer, quoi. Donc savoir un petit peu en avance ce qu'on veut et pouvoir l'exprimer, c'est bien. Tout à fait. C'est top. Ouais. Et du coup, cette fois-ci, vous êtes resté combien de temps à l'hôpital? Donc du coup, j'ai accouché rapidement. Bon, normalement, on aurait dû rester 2 jours, mais j'ai demandé à sortir le plus vite possible. Donc en fait, elle est née à 4 heures de l'après-midi et je suis restée jusqu'au lendemain matin, 8 heures. Donc on a passé la nuit à l'hôpital. Federico est rentré dans la salle d'accouchement à 1 minute après qu'elle soit née. En fait, le cordon n'était pas encore coupé, mais il arrivait en courant. Ça y est, elle est née. Et bon, elle venait juste de naître, mais finalement tout a été parfait parce que
voilà, je sens qu'il est arrivé vraiment au bon moment, en fait, que avant ça, enfin, Ouais, voilà. c'était le travail des femmes un petit peu avant et puis une fois que le bébé était là, c'était la place du papa. Tout à fait. Et donc après ça, Lino a pu connaître sa petite sœur aussi, une fois qu'on est passé dans la chambre. Alors cette rencontre du grand frère et de la petite sœur, c'est toujours un moment magique apparemment pour les parents notamment, Ouais, alors c'est raconte-nous. magique. Bah, il a souri, juste. Il est rentré dans la chambre de l'hôpital, il a souri, il a vu, il est monté sur le lit, il a vu, il a dit, bon, ben, je retourne jouer au toboggan. Il est ressorti en courant de la, de la chambre, il est reparti jouer avec son papa dehors. Et voilà, tout simplement, quoi. C'est comme si elle avait toujours été là, quoi. Ça y est, le bébé sœur est là et puis c'est bon. Voilà, il a vérifié qu'elle était là. Et, et le lendemain matin, ils sont venus me chercher. On est rentré à la maison et voilà, c'était super. Donc, je pense que c'est pas, pour moi, j'ai fait le deuil de cet accouchement à la maison, mais l'accouchement, par ailleurs, s'est très bien passé. Et finalement, c'est pas tellement l'endroit pour moi qui compte, c'est vraiment l'accompagnement, quoi. Ça reste vraiment ce que. La bulle dans laquelle tu te mets à ce Ouais, moment-là. tout à fait. Et les personnes qui t'accompagnent, Mmh. en fait, qui s'occupent d'être justement tes gardiennes, tes anges gardiens du moment, vraiment. C'est ce qui s'est passé à l'hôpital. C'est-à-dire que j'ai pu accoucher, j'étais dans ma bulle, j'étais entourée d'elles, en fait, dans un endroit qui, par ailleurs, est vraiment horrible, quoi. Je veux dire, Le lieu ne compte plus quand on est dans sa bulle avec ces bonnes personnes, quoi. tout à fait. Parce que le lieu en soi, l'hôpital de la Vallée, il est horrible. Enfin, c'est vraiment l'endroit où tu dirais, j'accoucherai jamais dans cet endroit. D'ailleurs, c'est ça qui me faisait peur, c'est que je me disais, est-ce que je vais pouvoir accoucher dans cet endroit, quoi. Euh, si tu vois les photos de l'accouchement, Mmh. c'est un endroit vraiment moche, vieux, pas bien équipé. Les chambres sont horribles. Tu vois, c'est pas du tout l'endroit où tu sens que t'es bien, quoi. C'est un endroit. Ouais. Mais bon, l'important pour moi, ça a vraiment été d'être bien accompagnée, c'est Mmh. clair. Et du coup, aujourd'hui, tu te lances dans l'accompagnement, j'ai envie de dire à distance, je sais pas trop comment dire, puisque tu viens de créer une page Instagram pour aider les mamans expatriées autour du monde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les dernières minutes? Ouais, ça parle un peu de ma relation avec la France parce que pendant longtemps, j'étais expatriée, j'étais coupée en fait de la France. J'ai fait ma vie en Argentine, j'ai commencé à travailler ici, j'ai pratiquement plus parlé français. D'ailleurs, des fois, ça se sent parce que je cherche mes mots et tout ça, mais j'ai pas tellement eu enfin, sauf avec ma famille qui est en France, mais j'ai fait ma vie en Argentine vraiment, quoi. Et il y a quelques mois, j'ai senti le besoin de refaire un contact avec la France ou avec le monde francophone, quoi, en général. Parce que ben, mon fils, maintenant, qui va faire 5 ans, par exemple, on n'a pas mis en place la langue, je lui parle pas. On parlait en français quand il était bébé, mais pas tellement, en fait. J'ai eu du mal à lui parler français dans un contexte où tout le monde parlait espagnol, où il n'y avait pas de famille à côté pour faire le relais avec la langue. Enfin, ça a été très difficile pour moi, la langue. Et donc là, avec la petite qui a 1 an et qui commence à dire des mots, quand elle a commencé à dire des mots, je me suis dit, bon, ce coup-ci, je vais lui parler en français. Mais j'avais une espèce de blocage, en fait, avec la langue, avec la France. Et en fait, j'ai fait un espèce de chemin intérieur de retour vers mes racines et de me dire, ben, en fait, ce que je fais, l'accompagnement des femmes, l'information que je transmets, l'accompagnement, puis surtout en temps de pandémie où justement on reprend un peu le contact avec le travail par le télétravail, le contact à distance, etc. Je me suis dit, ben, en fait, ce que je fais en espagnol, je peux très bien le faire en français. Mais ça a été un cheminement en fait de retour vers la France, de me dire, voilà, ce que j'ai appris ici en Amérique du Sud, en Argentine, des traditions ancestrales, entre guillemets, autour de la naissance, autour de la physiologie, autour du sacré. Je peux le transmettre à des femmes françaises. Ça va sûrement être important pour des femmes. C'est-à-dire que mon cheminement en Argentine, tout ce par quoi je suis passée, je pense que ça peut être vraiment un outil que je peux utiliser pour aider d'autres femmes en France. Et donc du coup, je me suis dit, bon ben voilà, il faut repartir à zéro. Mais bon, je me suis dit, ok, je refais un lien avec la France. Je fais un espèce de retour en fait, et en même temps, ça a commencé avec voilà
parler en français à mes enfants. Donc Lino, qui maintenant parle pas français, il comprend, mais il parle pas trop. Il me dit, maman, mais parle-moi en espagnol parce que je te comprends pas quand tu veux parler en français. Donc je me suis dit, mince, j'ai raté le coche en fait. Et avec la toute petite, ben, voilà, je lui parle beaucoup plus en français. Mais bon, ça a été un déblocage. Peut-être qu'il va vouloir parler français pour faire comme sa petite sœur maintenant. Voilà. Et oui, du coup, ça me pose, c'est un peu la question que je me pose, quoi, la question de la langue. Donc, c'est pour ça qu'aussi, j'ai cherché, grâce au réseau, d'autres mamans qui sont expatriées pour partager mon expérience aussi. Parce que moi-même, si j'accompagne des mamans dans leur processus de maternité, parentalité, j'ai moi-même besoin d'être soutenue dans mon propre cheminement. Enfin, moi, je crois beaucoup à ça, au fait de s'entraider, en fait, de communiquer. Donc, voilà, j'ai commencé à organiser aussi des chats entre mamans expatriées pour qu'on puisse parler de nos expériences. Par exemple, voilà, l'expérience avec la langue, l'expérience avec le pays, les expériences de maternité à l'étranger. Donc, en plus, disons, de ce que moi, je service aux femmes d'accompagnement, d'information, etc. Ben, en plus de ça, j'organise un peu ces rendez-vous où on parle de la maternité, de ce qui nous arrive en étant loin de notre pays. Et on se retrouve sur plein de choses, en fait. Ah, c'est super. J'ai pas eu l'occasion encore de participer à un des chats que tu organises, mais j'espère avoir l'opportunité de le faire très prochainement parce que c'est vrai que ça doit être vraiment hyper instructif de partager entre mamans de nos expériences aux quatre coins du monde. Ouais, c'est des expériences vraiment spécifiques à nous en tant qu'expat, je pense, d'être loin des familles, d'être dans un pays qu'on connaît pas, avec parfois des langues qu'on maîtrise pas. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment spécifique aux mamans expats et c'est vraiment un super projet que tu as mis en place là. Ouais, c'est tout frais. Donc, c'est pour ça que je t'inviterai la prochaine fois et toutes les femmes, mamans expatriées qui nous écoutent sont invitées. On n'hésitera pas à partager sur notre page Instagram Merci. ton compte. Je pense que notre petite interview va toucher à sa fin dans quelques minutes. Donc déjà, je voulais te remercier, Pauline, parce que tu nous as appris plein de choses sur la maternité en Argentine. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, du coup? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ben, je souhaite, en fait, c'est un souhait pour moi et puis c'est un souhait pour toutes les mamans qui nous écoutent. C'est d'être maintenant, disons que ce qui est en plus difficile, déjà que c'est difficile la maternité et qu'en général on est assez seul, quoi. Mais en plus, en temps de pandémie, comme ça, je trouve que ça nous isole encore plus. Donc, ce que je souhaite pour moi et puis pour les autres mamans, c'est qu'on utilise justement ce qui nous reste, c'est-à-dire les réseaux, etc., pour nous accompagner entre nous, pour nous soutenir. Et ce que je souhaite pour toutes les mamans, ben, c'est qu'elles puissent aussi profiter de ces moments d'isolement aussi pour se retrouver elles-mêmes et pour profiter vraiment des enfants, parce que ça a été une année où on était beaucoup isolés avec nos enfants, quoi, à la maison. Et qu'on revienne à eux, en fait. C'est un peu ce que j'essaye de... Ouais, c'est vrai que pour certains parents, finalement, c'était bénéfique, cet isolement et ce confinement, c'était de retrouver des liens avec nos enfants. Tout à fait. Donc, c'est ça que je souhaite, c'est qu'on puisse revenir vers nos enfants, les observer, les comprendre, et pour nous comprendre nous-mêmes aussi, pour nous retrouver nous-mêmes. C'est un peu ce que j'essaye de transmettre. C'est-à-dire que la maternité, c'est un moment vraiment d'introspection, de retour à nous-mêmes, à notre femme sauvage, sacrée, intuitive, instinctive. Et les enfants aussi, si on les suit dans ce cheminement-là, ben, ils nous mènent à ça. Donc, ce que je souhaite pour moi, parce que je suis en plein cheminement par rapport à ça, c'est de me retrouver vraiment pleinement. Donc, dans ce retour vers la France, c'est un peu aussi ce que je cherche à faire. Et puis pour toutes les mamans aussi, quoi, qu'elles puissent profiter le plus possible de leur maternité comme un moment vraiment d'auto-observation, d'auto-connaissance. Une introspection. Voilà, tout à fait. Waouh, merci pour ce beau message. Eh bien, Merci Pauline, je te souhaite une très belle journée. Merci Amélie. Et voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!